Jérémy, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et c'est ce soir que Netflix va pour la première fois proposer un événement sportif en direct. Netflix qui n'a pas sorti le chéquier pour acheter des droits, c'est trop cher, mais qui a créé son propre événement, la Netflix Cup. Moins cher, plus pratique, il s'agit d'un tournoi de golf qui opposera des stars de la discipline à des stars de la Formule 1. Next week, professional golfers and Formula One drivers find their perfect match on the green. Competing for the Netflix Cup are Max Homa with Alex Albon, Ricky Fowler with Lando Norris, Colin Morikawa with Pierre Gasly. Une bande-annonce, évidemment, comme une bande-annonce de cinéma. Vous avez peut-être reconnu les noms de Lando Norris ou Pierre Gasly. Pierre Gasly, bien sûr, il y a du lourd. Alors Netflix n'a pas l'intention de concurrencer les autres plateformes qui diffusent du sport en live comme Amazon, par exemple, mais envisage plutôt de créer des programmes comme celui-ci qui exploite l'univers du sport tout en étant moins coûteux à produire que la diffusion en live. Et alors qu'il entame sa 8e semaine sur BFM TV, où en est Laurent Ruquier côté audience? L'écart s'est creusé ces derniers jours entre BFM TV et CNews. En fin de semaine dernière, le 20h de Laurent Ruquier a enregistré ses plus mauvais scores depuis son lancement le 25 septembre. Jeudi, l'émission a tiré 132 000 téléspectateurs, 0,6% du public. On est loin des 385 000 de fin septembre, loin de sa moyenne qui est de 285 000, loin de LCI qui dans le même temps a tiré 252 000 téléspectateurs et 1,2% du public, et très loin de l'heure des pros qui en fin de semaine dernière est monté à 900 000 téléspectateurs, soit près de 7 fois plus que Laurent Ruquier. Passera-t-il l'hiver, Laurent Ruquier? La question se pose évidemment, même si elle agace le patron de BFM, Marc-Olivier Fogiel, qui a signalé début novembre qu'il n'était pas question de l'arrêter pour l'instant, même s'il reconnaît qu'elle ne se distingue pas encore assez des autres émissions de la chaîne. Vous regardez, Bernard-Henri Lévy, ces émissions d'information, les chaînes d'infos en continu, ça vous intéresse? Bien sûr, et je trouve que l'émission de Laurent Ruquier est très bonne et qu'elle mérite, et je suis convaincu qu'elle va s'installer. Qu'elle mérite de progresser. Elle mérite de progresser et je pense qu'elle progressera. Il faut qu'il trouve ses marques. Il fait un autre métier que celui qu'il faisait à l'époque de On n'est pas couché. Ouais. Voilà. Eh ben on suivra ça dans les semaines et les mois à venir. Le premier média social culturel de l'audiovisuel public français fête ses 5 ans. Culture Prime. Alors même si vous ne passez pas beaucoup de temps sur Internet ou sur les réseaux sociaux, vous avez forcément vu ces petites vidéos culturelles de 5 minutes produites sous le label commun de Culture Prime par France Télé, Radio France, France Média Monde, l'INA, Arte ou TV5 Monde. En 5 ans, 5000 vidéos ont circulé sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Elles ont cumulé 2 milliards de vues et selon leur papa, Michel Field, directeur de la culture et du spectacle vivant à France Télévisions, elles sont parfaitement complémentaires des programmes culturels que proposent les chaînes classiques. Les émissions estampillées culturelles sur la télé linéaire touchent un public âgé, majoritairement masculin. C'est le cas de nos grandes émissions emblématiques à France Télé, comme Le Grand Échiquier, La Grande Librairie. Avec ce média, avec cette nouvelle écriture de vidéos, on touche un public incroyablement rajeuni. C'est des moins de 50 ans, beaucoup féminisé aussi. On est quasiment à parité hommes et femmes. On parle aussi bien de rap que de grandes expositions. On parle des musiques du monde, on parle des écrivains. Donc voilà, il y a une pluralité. Chacun peut y trouver son compte. Et à l'occasion de ces 5 ans, la chaîne Culture Box propose une soirée anniversaire en direct du Quai Branly, présentée par Daphné Burki et Raphaël Yem. Plusieurs artistes seront présents, Camélia Jordana, Arthur H ou encore l'acteur et chanteur Nicolas Maury. Mais c'est vrai qu'elles sont très bien faites, ces petites vidéos de Culture Prime à voir sur les réseaux. Et puis c'est demain que MyCanal diffusera sa nouvelle émission littéraire. Alors on savait depuis le mois d'octobre qu'une nouvelle émission sur l'actualité littéraire était dans les tuyaux. Elle s'appelle Droit d'auteur, elle est présentée par Valérie Benaïm. Et la première est donc pour demain. Pour cette première, Valérie Benaïm reçoit Éric Emmanuel Schmitt à l'occasion de la sortie de son dernier roman, La Rivale. Pas de studio pour cette émission, elle est tournée en extérieur. Le lieu sera différent à chaque émission. Il a accepté d'être le premier invité de Droit d'auteur. Ce fou de théâtre m'a donné rendez-vous chez lui, dans son théâtre, Le Rive Gauche, un dimanche après-midi d'octobre, pour parler d'enfance un peu, de littérature beaucoup, de spiritualité passionnément et de la calasse à la folie bien sûr. C'est uniquement sur MyCanal. Uniquement sur MyCanal et non en linéaire. Ce sera donc à partir de demain. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Voilà, une émission littéraire en plus. Ah oui, ça j'ignorais, ça c'est formidable. On en manque à la télévision. On en manque et Valérie Benaïm, ça peut être très bien. Ah oui, c'est une bonne nouvelle. Culture et médias, toujours avec la mort d'un grand nom de la critique cinéma. Oui, on a appris hier soir la disparition de Michel Simon à l'âge de 85 ans, spécialiste du cinéma américain et notamment de Stanley Kubrick. Il avait dirigé la revue Positif, autrefois revue rivale et ennemie des cahiers du cinéma, mais ce sont surtout ses activités radiophoniques qui l'ont fait connaître du grand public, qui arrivait dans l'équipe du Masque et la Plume, l'émission de cinéma de France Inter en 1968. Il y sera resté jusqu'à sa mort, soit pendant 55 ans.
NPA Conseil et Harris Interactive viennent de publier une enquête sur les Français et les informations. Quel est le bilan de cette enquête, Julien ? Alors, à l'heure et à l'ère de la guerre de l'information, des fake news, où en sont les Français ? On note que de plus en plus de Français s'informent avec les réseaux sociaux. Si la télévision, la radio et les sites de médias restent bien au-dessus, les réseaux sont cités comme source prioritaire pour s'informer par 11% des Français et par plus d'un quart des moins de 35 ans. La presse écrite et la radio se partagent toutefois le plus haut niveau de confiance chez l'ensemble des Français. Autre enseignement intéressant, les Français n'ont pas forcément le réflexe de dénicher, de dépister les fausses informations. Il ne serait que 42% à vérifier quel est le média ou l'auteur d'une information. Moins d'un Français sur 5 recouperait les informations qu'il reçoit avec une deuxième source. Alors évidemment, ces chiffres ne sont pas rassurants quand on sait que l'intelligence artificielle peut brouiller les pistes. 39% des Français seulement ont le réflexe de rechercher un éventuel trucage quand l'information est louche. C'est notre micro-trottoir du jour, Toba. Nous vous avons posé cette question. Pensez-vous que l'intelligence artificielle puisse présenter un danger pour l'information et les médias ? Je pense pas que ce soit un danger, enfin c'est un danger comme tout pourrait être un danger, mais ça peut aussi être un outil. C'est quelque chose qui fait l'évolution de la technologie, donc elle va dans notre sens, on peut s'en servir pour le bien comme pour le mal. Au début j'étais non informé. A priori je pense que ça peut être un outil utile qui peut nous faire gagner du temps s'il est utilisé à bon escient. C'est déjà un peu un bourbier. Quand on voit par exemple sur TikTok toutes les vidéos qui sont montées avec des personnalités publiques ou politiques importantes et on leur fait dire des choses qu'ils ne disent pas, déjà là il y a un problème, quoi. Est-ce qu'on va trouver un outil justement pour apprendre à différencier ce qui a été fait par l'intelligence artificielle et ce qui est vrai ? C'est la question. Qu'est-ce que vous en pensez, Bernard-Henri Lévy, de cette question, l'intelligence artificielle ? Est-ce que c'est un danger pour l'information ? Je trouve ça absolument effarant. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, parce que je sens venir ça depuis un certain temps, pour laquelle je suis présent sur les réseaux sociaux, moi. J'ai un compte Twitter, j'ai un compte Instagram, j'ai un compte Facebook. Et vous y allez, vous j'y vais. C'est moi qui poste, c'est moi qui écris sur Twitter, c'est moi qui choisis les informations que je mets sur Instagram et là au moins, ceux qui m'aiment bien, ceux qui me suivent un peu, etc., savent que ce qui est là est vrai, quoi. En ce qui me concerne, parce que je lis en effet, je vois des trucs sur TikTok ou ailleurs sur moi, puis on voit toujours un peu midi à sa porte, qui sont horribles, Vous répondez dans ces cas-là ? Non, je ne réponds pas. Je réponds pas parce que je continue de penser quand même qu'il y a une sorte de sagesse des gens qui font qu'ils ont quand même des détecteurs à conneries, quoi. Ils voient bien, ils ont un radar et ils sentent quand un truc est absurde. Mais enfin, pour l'instant. Mais il est très important de se battre sur ce terrain-là. Moi, il y a quelques années, je pensais comme mon ami Finkielkraut, qu'Internet est une poubelle. Et je voulais pas être là. Les réseaux, etc. Puis j'ai compris il y a quelques années que, poubelle ou pas, il fallait essayer de faire surnager dans cet univers-là des îlots de véracité, d'exactitude et, si possible, de décence, en tout cas. Donc moi, pour moi, Twitter est très important. Et je fais passer des messages là et j'y tiens beaucoup. Bernard-Henri Lévy qui est donc sur tous les fronts, comme d'habitude. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Bernard-Henri Lévy.